Le président de la République François Hollande était attendu ce matin-là vers 10 heures au Musée de l'Homme à Paris pour rendre hommage aux victimes civiles, handicapées ou malades de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les invités, on notait la présence de Jacques Toubon, ancien ministre et défenseur des droits. Arrivé sur le parvis des droits de l'homme pour y dévoiler une plaque en hommage aux 300 000 victimes de la Seconde Guerre mondiale, François Hollande était accompagné de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, ainsi que de Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées et de la lutte contre la discrimination. Les élèves du lycée professionnel Guy Bré et les travailleurs de l'ESAT Essor de Falaise, invités par l'Élysée pour leur travail commun autour des victimes malades et handicapées de la Seconde Guerre mondiale, ont partagé un grand moment d'émotion auprès du président de la République. Donc avec le lycée, on a fait un projet avec les personnes en situation de handicap de l'ESAT Essor à Falaise. Et donc le but d'aujourd'hui, c'était de rendre hommage aux victimes décédées pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les personnes abandonnées pendant la Seconde Guerre mondiale. On a fait ce beau projet avec eux et on est arrivé ici avec le président de la République pour rendre hommage aux personnes civiles handicapées pendant la guerre. Voilà. Nous sommes venus donc avec nos élèves du lycée Guy Bré de Falaise pour donc assister à la cérémonie. C'est qui fait partie, qui jalonne notre projet depuis 1 an déjà. Donc l'intérêt de ce projet, en fait, l'origine du projet, ça a été l'inauguration du musée des victimes civiles à Falaise, victimes civiles de la guerre. Et donc avec le lycée, naturellement, d'après le côté historique et aussi comme ce sont des élèves en accompagnement soins et services à la personne, le monde du handicap, l'histoire, tout s'est relié autour de ce projet. Donc on a contacté les travailleurs de l'Essor, de l'ESAT, et nos élèves ont pu échanger avec eux. Devant le président de la République, les personnalités politiques et les centaines d'invités ici présents, quelques membres des familles des victimes ont pu faire partager leurs témoignages avec la salle. Décrit la situation de l'établissement dans une lettre à sa cousine. Yvonne faisait partie de ces malheureuses victimes. C'était une jeune femme de bonne famille, intelligente et sportive. La seule chose que ma grand-mère lui dit au sujet de sa sœur, c'est qu'elle faisait des crises incontrôlables et qu'elle a été internée à l'âge de 30 ans à l'asile de Clermont-de-Loise. C'était en 1938. Et d'après ce que je sais, après son internement, la famille l'a considérée comme morte.
En ce 10 décembre, Journée mondiale des droits de l'homme, le président de la République a voulu rendre hommage à toutes ces victimes oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs les parlementaires, les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour mettre des visages et des mots sur un drame trop longtemps oublié. Nous sommes rassemblés pour rendre la lumière des existences sur lesquelles la société avait préféré jeter les témoins. Des femmes, des hommes, une maladie mentale, un handicap, avaient relégués dans des asiles, des hospices, des hôpitaux, et qui sont morts il y a plus de 70 ans, dans un isolement complet, épuisés par le froid, la faim et les maladies. Nous leur rendons hommage en ce jour le 10 décembre, qui marque l'anniversaire de l'adoption, il y a 68 ans exactement, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans ce même palais chez nous. C'est la symbolique que nous voulions donner à cette manifestation. Cette cérémonie nous rappelle le prix exorbitant que les civils ont payé durant la Seconde Guerre mondiale, victimes des persécutions, des destructions et des privations, 300 000 dans notre pays. Et les personnes hébergées en institutions furent particulièrement exposées. Ce sont les pensionnaires des hôpitaux psychiatriques qui ont été les plus touchés. Entre 1939 et 1942 ayant été l'année la plus terrible, le taux de mortalité a triplé dans ces établissements. Et la mort a frappé alors un pensionnaire sur 4. Nous avons entendu des témoignages des témoins, des familles, des médecins, qui étaient eux-mêmes choqués par la détresse des naufragés. Entre 1940 et 1945, 45 000 personnes sont décédées, victimes de ces privations. Le gouvernement a féodé à l'occupant, mais aussi d'une société qui n'avait pas su voir le drame qui se nouait là et qui n'avait pas pu l'empêcher. Cette hécatombe n'a pas été voulue, n'a pas été planifiée, n'a pas été exécutée comme le massacre de personnes handicapées par le régime nazi entre 1939 et 1945. Non, cette hécatombe est arrivée par l'indifférence, par l'oubli, par l'ignorance. Il fallut attendre la libération pour que, en septembre 1945, le ministre de la Santé publique, François Guillou, affirme dans un discours que beaucoup d'internés dans les asiles d'aliénés sont morts littéralement de faim. Très tôt, ce drame donc a été connu. Mais avec le temps, il est resté dans la mémoire collective de la tragédie personnelle de quelques figures célèbres, comme Antonin Artaud, Séraphine de Senlis ou Camille Claudel. Alors il a fallu briser le mur du silence qui entourait cette tragédie, et il a fallu des militants. Il faut toujours des militants à un moment pour être en avant-garde. Il y a eu d'abord le psychiatre et résistant Lucien Bonaf, puis aussi des syndicalistes des établissements concernés, je pense à ceux de l'hôpital du Vinatier, qui avaient apposé en 1981 une plaque de bois sur le mur de l'entrée de l'hôpital pour rappeler que 2000 malades y étaient décédés durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il a fallu aussi le travail des historiens, comme Isabelle Roth-Zoloven, qui a refusé de rester là encore devant l'ignorance et qui a voulu tout connaître de cette tragédie et des victimes de la faim sous l'occupation. Il a fallu l'action des pouvoirs publics aussi, quand pour la première fois, un secrétaire d'État aux Actions combattantes, Jean-Pierre Massenet, c'était en 1999, a inauguré à l'habitation du maire de Camon de l'Oise une stèle en mémoire des 3063 malades
décédé dans cet établissement pendant la guerre. Et puis, pour arriver à la cérémonie d'aujourd'hui, il a fallu une initiative, celle de Charles Gardou et de Jean-Marc Maillet, une pétition pour que la France exige un mémorial en l'honneur des personnes handicapées, victimes du régime nazi et de Vichy. J'ai alors demandé à un historien de cette période, Jean-Pierre Azéma, et je le remercie, je lui ai demandé d'établir un rapport qui permettrait d'établir les faits et de concevoir un geste mémoriel. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'égard des personnes handicapées, des malades mentaux, plus largement des civils, c'est un drame qui nous parle encore aujourd'hui. Parce que ce sont toujours ces mêmes personnes fragiles, faibles, qui sont victimes de toutes les guerres. Ce fut vrai en Europe, ça allait être en Afrique et au Moyen-Orient. Ce sont les civils qui payent le prix le plus élevé dans les conflits, écrasés sous les bombes, comme à Alep en ce moment même, décimés par les armes chimiques qui ont été utilisées en Syrie, privés de soins, d'eau potable, de nourriture, jetés sur les routes de l'exil sans ressources, ni perspective, comme souvent en Afrique. C'est le message que porte le mémorial des civils dans la guerre, qui a ouvert ses portes à Falaise cette année, parce que cette région avait été particulièrement concernée par les destructions. Sont inséparables. Et c'est pourquoi j'ai veillé à ce que le gouvernement lutte sans relâche contre toutes les discriminations, contre toutes ces humiliations qui blessent, qui détruisent parfois des vies. De l'échec scolaire à l'expérience de la grande pauvreté, au racisme, l'impossibilité de vivre plus ouvertement son orientation sexuelle ou de vivre avec un handicap. C'est le sens de nos politiques d'égalité qui veulent ouvrir des espaces communs, là où se construit une vie en société, c'est-à-dire d'abord l'école, mais aussi l'emploi, le travail, les transports, la culture, le logement. C'est vrai qu'en 70 ans, d'immenses progrès ont été accomplis dans la façon dont la France, comme les pays développés, répond aux besoins des plus fragiles. Notre République a réduit pour l'individu, quelle que soit sa situation, l'aléa du lendemain. Pas nécessairement la peur du lendemain, mais au moins le risque du lendemain, que ce soit par rapport à la maladie, par rapport aux accidents, par rapport au chômage. Mais en même temps, il y a toujours cette interrogation sur la possibilité de vivre en autonomie, malgré son handicap, son vieillissement, son isolement. De nouvelles professions ont émergé, je veux les saluer, les métiers de l'accompagnement aux personnes, ce qu'on appelle les aidants. Les structures fermées se sont ouvertes, et l'autonomie est aujourd'hui une exigence au nombre de nos concitoyens confrontés au handicap ou au grand âge. Voilà toutes les avancées qui ont été accomplies, qui sont partie prenante de ce qu'on appelle notre modèle social. Oui, notre modèle social. C'est ce qui permet d'unir notre société. Notre modèle social, c'est ce qui permet de faire face aux accidents de la vie, qui peuvent toucher toutes les familles. Notre modèle social, c'est ce qui unit les générations. Les plus jeunes avec les plus âgés. Notre modèle social, c'est ce qui unit les individus, quelle que soit leur position dans la société. Notre modèle social, c'est ce qui fonde la capacité de pouvoir réussir sa vie sans craindre de pouvoir perdre ce qui est finalement sa dignité. Un beau travail par le résultat de leur recherche, un beau travail aussi d'échange, de compréhension, un beau travail de rencontre
et de faire en sorte que les uns et les autres puissent en sortir grandis. Voilà un bel exemple. Mesdames et messieurs, l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux personnes handicapées ou malades abandonnées sous l'occupation nous rappelle à notre premier devoir, notre devoir de vigilance face aux souffrances qui ne se voient pas, aux victimes que l'on n'entend pas, aux douleurs auxquelles on ne pense pas. Une société, la nôtre, parce que nous portons un idéal, la société française, c'est une société qui n'oublie aucun des siens et dont l'attention aux autres est la première exigence. Et c'est vrai que l'existence d'institutions spécialisées ne changera rien. C'est à nous, à chacun de nous, d'assurer cette responsabilité. Cette responsabilité a un nom dans la République, a un mot dans la devise de la République. C'est le mot de fraternité. Merci. Selon un rapport de l'historien Jean-Pierre Azéma, environ 45 000 personnes handicapées ou malades mentales sont mortes de faim et d'isolement dans les hôpitaux psychiatriques français.